Si tu te réveilles déjà fatigué, que tu as mal au dos sans raison, si tu as des tendinites à travers le corps, que tu ne comprends pas bien comment elles sont arrivées là, si tu as l'impression d'être rouillé en général, cette vidéo va t'aider à comprendre d'où vient cette inflammation, comment ton mode de vie l'alimente et surtout comment en sortir. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, je suis Clémence, je suis prof de yoga. Si tu ne me connais pas encore, je suis prof de yoga et je m'adresse principalement à des gens qui ont la quarantaine, qui approchent de la quarantaine ou qui sont déjà bien dedans et qui ont passé ces dernières décennies à se concentrer sur leur famille, leur carrière, qui ont un mode de vie sédentaire et qui du coup commencent un peu à payer le prix de tout ça. Donc, on va parler d'inflammation chronique aujourd'hui et ça me vient d'une question que j'ai reçue suite à un podcast / une vidéo précédente. Et je vais lire le message que j'ai reçu qui m'a inspiré à faire ce nouvel épisode. Donc, coucou, super podcast comme toujours, merci. Donc, pour information, c'était le podcast sur pourquoi on est raide le matin, pourquoi on se sent raide le matin et je parlais des fascias notamment. Donc, assez important, je pense, d'avoir déjà écouté ce podcast précédent avant celui-ci parce que je ne vais pas expliquer complètement tout ce que sont les fascias. Mais je vais mettre le lien donc, de ce podcast si jamais tu veux aller l'écouter. Après, je pense que on va comprendre quand même ce dont je parle, même si on n'a pas écouté le podcast précédent. Mais quand même, c'est un bon podcast, c'est un bon épisode et il n'est pas très long, donc ne pas hésiter à aller y jeter une oreille. Donc je reprends ma question. Super podcast comme toujours, merci. Pour rebondir ou peut-être à l'occasion d'un nouveau podcast, comme tu veux, petite question. Il y a un an, tu te rappelles peut-être, je ne pouvais plus marcher du tout, j'avais des tendinites partout et des fascites plantaires. Je connaissais l'existence des fascias, mais dans le ventre, parce que comme tu le décris très bien dans ton podcast, quand j'appuie à un endroit de mon ventre, j'ai mal à un autre endroit, parfois à l'opposé du ventre. Mais je ne pensais pas que j'en avais partout, même dans le pied, et que ça pouvait s'inflammer. Question que j'aurais probablement dû poser au podologue à l'époque. Comment ça s'inflamme et pourquoi ? Quand ça m'est arrivé, je n'étais déjà pas une personne qui ne bougeait pas. Peut-être que j'avais trop marché. Est-ce que tu as une idée de ce processus d'inflammation des fascias ? Pour le résoudre, j'ai dû faire de la kiné et masser, mais c'est comme mes tendinites. Si je ne les soigne pas au quotidien, que je ne porte pas des semelles, ça se réveille. Alors, plein de points super intéressants, plein de questions super intéressantes à creuser. Déjà, le fait que les fascias, oui, on en a partout dans le corps, en fait. C'est du tissu, les fascias, c'est un tissu conjonctif, c'est-à-dire que c'est un tissu qui lie tout le reste. C'est ce qui nous donne une forme, en fait, les fascias. C'est à travers tout le corps, c'est entre les muscles, c'est dans les muscles, donc c'est vraiment comme ça a un peu une consistance de toile d'araignée ou de quelque chose d'un peu gluant. Et quand ils sont bien hydratés, quand on bouge beaucoup, ils sont beaucoup plus liquides. Quand on reste longtemps allongé ou assis, ils vont avoir tendance à se rigidifier, à avoir une consistance plus visqueuse, plus collante en fait. Et c'est ce qui nous donne cette impression de raideur qu'on a au réveil ou bien quand on a passé pas mal de temps assis. Donc ouais, les fascias, on en a dans le ventre, on en a dans la tête, on en a dans les membres, on en a partout. C'est vraiment quelque chose qui est à travers tout le corps. Et effectivement, ça peut s'enflammer. Ça peut s'enflammer. Alors pour le cas pour ton cas, toi, de la personne qui pose la question de fascite plantaire, qu'est-ce qui a causé ça ? Je peux pas le savoir, évidemment. Déjà parce que je suis pas médecin, je vais pas faire de diagnostic ou quoi que ce soit. Il y a plein de causes possibles à la fascite plantaire. Je me rends compte qu'il fait de plus en plus sombre. Je suis désolée, mais c'est-à-dire que il fait 35 degrés ici à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc c'est assez sombre chez moi pour éviter qu'il fasse 35 degrés à l'intérieur aussi, donc je suis navrée du manque de lumière, mais tant que vous entendez ce que je raconte, c'est ce qui est intéressant. Donc pour les causes de la fascite plantaire, je reviens à ça, il peut y avoir plein de facteurs différents, et je vais parler de ceux que je connais et comprends le mieux. Donc d'abord, je vais évacuer le reste,
Ça va être les facteurs biomécaniques, donc c'est-à-dire que ça peut être parce que tu as des pieds plats, parce que enfin, à cause de la forme de tes pieds, ça peut être une raideur au niveau du tendon, ça peut être des déséquilibres musculaires, ou ça peut être à cause de stress, donc ça peut être effectivement si tu avais trop marché, ou si tu avais, voilà, s'il y avait eu une marche prolongée ou un sprint que tu as dû faire, donc souvent les inflammations ou les blessures, c'est causé par quelque chose de trop fort, trop rapidement. Donc le corps n'a pas le temps de s'adapter à ce qu'on fait, donc on le voit parfois, on va se claquer un muscle parce que on a dû courir d'un seul coup alors qu'on n'est pas habitué à courir d'un seul coup, ou bien quand on fait une randonnée de 45 km alors que d'habitude on fait 2000 pas par jour, donc ce genre de choses. Le corps n'a pas le temps de s'adapter et du coup ça lâche, ça craque, ça ne va pas. Donc il peut y avoir voilà, des facteurs biomécaniques ou de stress mécanique. Là, donc le stress mécanique, c'est ce dont je parlais à l'instant, de faire trop rapidement. Et d'une façon générale, en fait, les fascias peuvent s'enflammer avec des mouvements répétitifs, avec des traumatismes, comme je disais, quelque chose qu'on fait trop vite, trop rapidement, une blessure, un choc, quelque chose comme ça, ou bien une posture prolongée aussi, si on reste dans la même position pendant trop longtemps et que ça crée des tensions dans le corps, ça va s'enflammer. Et puis ça peut être aussi à cause de déshydratation parce que, comme je vous disais, les fascias ont besoin d'hydratation pour bien glisser, pour nous permettre de bouger sans restriction. Et si on est déshydraté d'un point de vue eau, mais aussi d'un point de vue mouvement, si on ne bouge pas assez pendant trop longtemps, les muscles et les fascias se déshydratent et ça peut créer des inflammations. Donc voilà, tout ce qui est manque de mouvement ou bien du mouvement trop rapide, trop d'un coup en fait. Et ça peut également être, et c'est ça que je vais davantage creuser, causé par un stress chronique. Alors, le stress chronique, c'est... On met beaucoup de choses sur le dos du stress depuis quelque temps et à raison, complètement à raison, mais c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer parfois comment un stress qu'on vit de façon cérébrale, intellectuelle, peut avoir un impact sur notre corps physique. En quoi est-ce que quelque chose qui se passe dans notre cerveau peut avoir un impact sur notre corps physique et particulièrement sur une inflammation des fascias. Alors on va creuser ça dans un instant. Quand notre corps est sous stress permanent, il va y avoir forcément un impact sur le physique et surtout sur le système dans sa globalité. En fait, notre système nerveux, c'est pas seulement notre cerveau et la colonne vertébrale, c'est pas seulement notre cerveau d'ailleurs, parce que je pense que pour beaucoup de gens, le système nerveux c'est juste dans la tête, mais ça se diffuse vraiment à travers tout le corps. Et puis surtout, le cerveau décide de tout ce qui se passe dans le reste du corps. Et si vous vous dites, oh, je sais pas si je suis stressée vraiment ou je suis pas tant stressée que ça, j'ai envie de vous demander quand même, ok, est-ce que vous avez un travail de bureau qui fait que vous restez assis pendant au moins 8 heures par jour? Ça met du stress déjà sur le corps, rien que ça, le fait de ne pas bouger. Est-ce que vous avez des deadlines à respecter? Est-ce que vous avez un management, des chefs qui prennent des décisions qui parfois ne sont pas celles que vous auriez prises? Est-ce que vous avez des process ou des règles un petit peu absurdes à suivre? Est-ce que vous avez une famille, une vie de famille à gérer, un mari, ou une femme, ou des enfants, des choses comme ça qui vont faire que vous avez 10 000 choses que vous jonglez à la fois. Et si vous avez tout ça, il y a des chances que vous soyez stressé. Et même au-delà de ça, bien sûr, on a la crise climatique. Là, je le ressens bien aujourd'hui avec les 35 degrés. Il y a la situation géopolitique du monde, il y a la guerre, bref. On est abreuvé de choses qui alarment notre système nerveux à longueur de journée. Et
tout ça, bien sûr, ça a un impact parce que imaginez votre corps comme une voiture dont l'alarme reste bloquée en position on, en fait. Le corps va être... Disons que... Excusez-moi, je reprends mon idée. On n'a pas évolué assez rapidement pour gérer toute cette dose de stress, en fait, au quotidien. C'est-à-dire que quand on a été il y a encore pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du monde, il y a encore 100 000 ans de ça, on était dans des grottes, dans des cavernes, ou même il y a moins longtemps que ça, quand on n'avait pas encore toute l'industrialisation, etc. de notre société, on avait des vies beaucoup plus simples et beaucoup plus lentes, surtout beaucoup plus lentes. Maintenant, tout va extrêmement vite, tout doit être fait pour hier. Ce qui fait que notre système nerveux est toujours en état d'alerte. Et l'état d'alerte de notre système nerveux, c'est la même chose aujourd'hui quand on reçoit un email avec un point d'exclamation qui dit « il faut traiter ça dans l'heure », qu'à l'époque, quand on était dans notre caverne et qu'un ours pointait le bout de son nez à l'entrée de notre grotte. Donc, le système nerveux, il réagit de la même manière, c'est-à-dire qu'il nous donne envie de courir, il fait battre notre cœur, il nous fait transpirer, et il y a toutes ces hormones qui vont se diffuser à travers notre corps et changer notre biochimie intérieure, changer la façon dont notre corps interagit avec son environnement, donc créer du stress. Et ce stress, à l'époque, c'était juste le temps que l'ours pointe son nez et puis l'ours s'en allait et puis c'était fini. Maintenant, notre deadline pour dans 1 heure, elle est suivie d'une autre deadline, elle est suivie du petit dernier à aller chercher à la crèche, elle est suivie de notre mère qui nous engueule parce qu'on ne l'appelle pas assez, elle est suivie de... Enfin bref, vous avez compris, de toutes ces notifications qu'on reçoit sur notre téléphone. Donc on est stressé, on a beaucoup de signaux d'alarme qui vont se manifester dans notre corps et donc qu'on a tendance à souvent ignorer parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut gérer les crises et parce qu'on se dit ces tensions chroniques que je ressens à l'intérieur du corps, donc c'est mes épaules qui ont l'air de remonter vers mes oreilles, cette fatigue que j'ai en permanence, ces douleurs que j'ai dans le dos, ça doit être normal, c'est pas grand chose, c'est rien, ça va, je peux continuer, je peux tenir. Effectivement, j'ai mal dans le dos depuis 7 ans, ou effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir eu une nuit réparatrice depuis 3 ans. Mais c'est normal, c'est le stress, c'est la vie et c'est l'âge aussi, ces douleurs que j'ai dans le dos, dans les genoux. Voilà, c'est peut-être parce que maintenant j'ai 40 ans, donc c'est normal que mon corps commence à se déliter doucement. Et non, c'est pas normal du tout. Et c'est évitable. Et c'est complètement évitable et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, d'autant plus aujourd'hui. Donc on a ce stress qui nous vient. Et le stress va causer une tension dans nos muscles. La tension dans nos muscles, donc on se prépare à combattre finalement. On a une menace qui vient attaquer notre système nerveux, le corps se prépare à combattre, les muscles se tendent. Et le truc, c'est que la menace ne se manifeste pas physiquement, puisque c'est une menace intellectuelle, c'est une notification, c'est une deadline, c'est un email. Il n'y a rien qui fait qu'on peut relâcher la tension, puisque en plus, après ça, il y a une autre menace qui arrive derrière. Et cette tension musculaire, elle va rester. Et nos fascias vont rester dans cette position très rigide, très tendue. Et comme elles restent dans cette position pendant longtemps, au bout d'un moment, ils vont fatiguer et ça va créer cette inflammation. Cette inflammation qui va arriver, qui va rester, qui va s'installer à travers le corps, va nous causer encore plus de stress parce qu'on a mal, parce qu'on n'est pas bien et on se tend et on n'est pas à l'aise dans son corps. Donc ce stress va causer encore plus de tension, encore plus d'inflammation, encore plus de stress. Et on arrive dans un cycle un peu vicieux comme ça, où un cycle complètement vicieux, où cette inflammation perdure pendant des années et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qui alimente le feu en secret? Qu'est-ce qui fait que
cette situation vraiment s'installe. Il y a la position assise prolongée déjà, parce que les fascias, ils ont besoin de mouvement, comme je vous disais, ils ont besoin d'être hydratés, ils ont besoin d'être hydratés, de mouvement pour être plus liquide et moins visqueux. Donc quand on reste assis pendant très longtemps et à son bureau, qu'ensuite on est assis dans le bus, qu'ensuite on est assis sur son canapé et qu'ensuite on est allongé dans son lit et qu'on répète tout ça le lendemain, les fascias deviennent comme du scotch qui colle. Il y a des adhérences qui se font et de moins en moins, on est de plus en plus restreint dans nos mouvements. On bouge de moins en moins bien, ce qui nous cause plus de stress également parce que le corps a besoin de savoir qu'il peut bouger, a besoin de savoir qu'il peut réagir si jamais il y a une menace qui arrive pour de vrai. Il veut savoir que notre cerveau a besoin de savoir que si on a besoin de courir pour s'enfuir, de grimper à un arbre, on peut le faire. Et si on sent que non, on est restreint de partout, on ne peut pas le faire. Ensuite, deuxième élément qui va alimenter le feu de l'inflammation, ça va être notre respiration. On respire comme si on était perpétuellement en train de fuir un danger. On a une respiration qui est très bloquée, très superficielle, qui est très dans le haut de la poitrine, qui descend pas, le diaphragme ne descend pas, on est dans cette position de souffle court en permanence, ce qui va également nous créer du stress, qui va nous empêcher de respirer pleinement et d'oxygéner pleinement notre corps aussi et de lui permettre donc de récupérer et de guérir et de soigner cette inflammation. Il y a le stress numérique, comme je vous disais, c'est notre système nerveux qui ne peut pas faire la différence entre un email urgent et un lion qui nous poursuit ou un ours qui vient dans notre caverne. Notre système nerveux, il comprend juste menace. On a des récepteurs de menaces, on n'a pas des récepteurs de ça c'est un email, c'est urgent, oui, mais c'est pas la peine de faire monter le cortisol tout de suite. Donc non, notre système nerveux, il nous envoie de l'adrénaline, il nous envoie du cortisol, et puis voilà, une menace c'est une menace et il faut la traiter de la même manière. Qu'elle soit minime, que ce soit juste une notification de la dernière sortie de Donald Trump sur notre téléphone, ou que ce soit notre enfant qui est sur le balcon et qui se penche par-dessus la rambarde. C'est la même chose pour notre système nerveux, plus ou moins. Et puis aussi le manque de mouvement varié. Parce que nos fascias ont besoin de bouger dans toutes les directions en fait, pour s'hydrater et pour nous donner cette liberté de mouvement dont je vous parlais tout à l'heure. On n'a pas juste besoin de savoir se pencher vers l'avant sur notre laptop ou c'est tout d'ailleurs, parce que c'est à peu près tout ce qu'on fait, ou juste marcher. On a vraiment besoin de pouvoir se tourner, se pencher sur le côté. On a des fascias vraiment dans tout le corps et ils doivent tous être stimulés d'une façon ou d'une autre pour s'assurer qu'on soit bien hydraté. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On fait du yoga, les amis. Le yoga, là où c'est vraiment utile pour tout ça, pour prévenir et pour guérir ces inflammations, c'est que le yoga promet un passage du mode survie au mode récupération. Donc, notre système nerveux est apaisé quand on fait du yoga, progressivement apaisé. Parce qu'on a des mouvements qui sont lents et conscients. Donc on réapprend à notre corps à bouger sans urgence, à passer d'une posture à l'autre tout en conscience. Et surtout, on a une variété dans les mouvements qui fait que on peut vraiment hydrater les tissus dans toutes les directions. On peut hydrater tous les tissus et les faire bouger dans toutes les directions de façon calme et apaisé, parce que l'accent est toujours mis sur la lenteur, le contrôle, l'intentionnalité des mouvements et aussi sur la respiration, sur une respiration calme, profonde, lente. Et tout ça, ça envoie des signaux à notre système nerveux qu'on est en sécurité, on n'a pas besoin de se dépêcher de passer à la posture suivante, on n'a pas besoin de respirer. Voilà, on prend conscience de comment on respire déjà et consciemment, on calme cette respiration
on la rend plus apaisée et notre système nerveux se dit ok, j'ai plus besoin d'être en mode fight or flight, j'ai plus besoin d'être en mode survie, je peux passer en mode guérison, récupération. Et en plus, j'ai reçu tous ces mouvements variés qui permettent de faire circuler les choses et d'hydrater tous nos tissus. Chaque expiration, quand on respire avec intentionnalité, indique à notre corps qu'il peut se relâcher, qui peut se détendre, qui peut casser ce cycle de stress et d'inflammation. Avec bien sûr tout ça, tout ce dont je parle avec le yoga et l'intentionnalité, etc., c'est de la pratique de la pleine conscience. Donc avec cette pleine conscience de ce qu'on fait, on est aussi dans un instant présent qui casse le cycle des pensées qui maintiennent le stress. Dans le sens où quand on stresse, on n'est pas présent. On est dans l'inquiétude de ce qui va se passer après, dans l'inquiétude de ce qui s'est passé avant, dans le ressassement des pensées ou dans la prévision de « ok, comment je vais gérer ça ?» nanana. Quand on est dans le moment présent, on se concentre juste sur la respiration et le cerveau ralentit, les pensées s'apaisent. Donc voilà, je pourrais vous donner des exercices, enfin, il y en a plein sur ma chaîne en fait, vous pouvez voyager dans ma chaîne YouTube, vous allez voir plein de pratiques, de mini-pratiques, aussi bien de méditation, de pleine conscience, des exercices de respiration et aussi du mouvement bien sûr, parce que le mouvement c'est important. C'est important aussi pour le stress en fait, et c'est quelque chose je pense qu'on pense pas, qui est moins intuitif que la méditation ou la respiration. On comprend bien pourquoi la méditation, ça peut avoir un impact sur le stress, parce que, encore une fois, c'est intellectuel. Mais maintenant, vous comprenez bien aussi que le stress, c'est une expérience très corporelle. Et que le fait de faire du yoga, de bouger lentement, avec intentionnalité, ça va avoir un impact aussi sur notre stress à travers l'hydratation des tissus et le relâchement des tensions, etc. etc. Donc, ce que vous pouvez déjà faire, c'est aller voir ma chaîne pour trouver, par exemple, des petites routines matinales de 10 minutes. Vous pouvez également trouver un exercice de respiration que vous pouvez faire le soir. Et dans la journée, des micro-pauses. Disons, allez, 2 minutes toutes les heures. Vous pouvez mettre un timer sur votre montre, sur votre téléphone. Pendant 2 minutes, on fait une micro-pause où juste on respire. On respire, on bouge, on s'étire, on va marcher un peu. 2 minutes, rien que ça pour casser ce cycle du stress dans votre journée. Et si vous en voulez plus, bien entendu, vous pouvez me contacter. On peut travailler ensemble pour faire une routine qui est personnalisée, rien que pour vos besoins à vous, pour vos tensions, vos tendinites, votre douleur au dos, votre manque de sommeil. On peut travailler vraiment focus sur un aspect en particulier qui vous pourrit la vie. Et voilà, et c'est déjà pas mal, c'est déjà fini, mais j'espère que ça a été clair et que vous avez récupéré plein d'informations intéressantes que vous pouvez mettre en action dès aujourd'hui pour réduire l'inflammation dans votre tête, dans votre corps. Et vous inquiétez pas, parce que votre corps a une capacité incroyable à guérir. Même si ça fait des années et des années que vous souffrez d'inflammation chronique, il est toujours en train d'essayer de guérir votre corps. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce dans la bonne direction. Croyez-moi, je le vois tous les jours chez mes clients. C'est vraiment quelque chose de magnifique à voir. Voilà, portez-vous bien, restez au frais et je vous retrouve très bientôt. Ciao!